Bonsoir à tous et merci de suivre votre magazine de santé et de bien-être Lafia. Vous avez au moins entendu une fois dans votre vie dire que votre voisin souffre d'asthme, que sa fille est asthmatique, qu'elle ne supporte pas la poussière, qu'elle ne peut pas pratiquer une activité sportive. Mais en réalité, est-ce que ces personnes souffrent réellement de cette pathologie? Ces éléments de réponse seront discutés avec mes invités ce soir dans votre magazine préféré. Bienvenue à vous. Sans plus tarder, allons à la découverte de notre pathologie du jour. Pour parler d'asthme, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir deux dames sur mon plateau. À ma droite, j'ai l'honneur de recevoir Dr Bonkungu Kadidiatou. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Et au CHU Yalgado? Ben, ça va, et on se débrouille autant qu'on peut. Okay. Nos malades sont toujours là, on s'en occupe bien. Et bonne fête aussi, hein, c'était la journée de la femme il y a quelques jours de cela. C'est vrai. Et merci pour votre contribution. Merci. On sent que ce sont des femmes qui gagnent, n'est-ce pas? Merci. Je précise que Dr Bonkungu Kadidiatou est pneumologue au CHU de Yalgado. J'ai l'immense honneur de recevoir aussi sur mon plateau Dr Kielem. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Vous êtes née Jocelyne Ouedraogo. Oui. Vous êtes pédiatre également au CHU de Yalgado. C'est bien ça. Comment vont les enfants? Les enfants sont là, ils se portent bien. On essaie de les prendre en charge correctement pour améliorer leur santé. Je pense que ça va. On s'accroche comme on veut, comme ce que Dr Bonkungu l'a dit. C'est le grand Yalgado, avec toutes les difficultés qu'on a. Mais on essaie d'assurer les soins de qualité pour assurer le bien-être de nos enfants. En tout cas, merci pour votre contribution. Alors, c'est parti. La première question, Dr Bonkungu. Quelle définition donne-t-on à l'asthme? Quelles en sont les causes? Merci madame. Avant tout propos, je tiens à remercier la Société burkinabé de pneumologie qui me donne l'opportunité d'être sur ce plateau, et merci aussi à la télévision Tru TV de nous avoir invités. Alors l'asthme se définit comme une maladie inflammatoire chronique des voies respiratoires, notamment des bronches, et qui se caractérise habituellement par des difficultés respiratoires, de la toux et parfois aussi une hypersécrétion bronchique, mais surtout la difficulté respiratoire. Alors, souvent on parle d'asthme bronchique, qu'est-ce que c'est? L'asthme, par définition, même comme je l'ai dit, c'est une maladie des bronches. D'accord. Et il y a un langage qui parle d'asthme bronchique et aussi d'asthme cardiaque, mais il faut savoir que le terme d'asthme cardiaque n'est en fait pas de l'asthme, et c'est une similitude de signes. Les causes ne sont pas les mêmes. Habituellement, quand on parle d'asthme, c'est une maladie des bronches, donc une obstruction des voies respiratoires. L'asthme, donc, c'est une maladie des bronches. Les autres appellations d'asthme ne sont en fait pas de l'asthme. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a un âge pour contracter la maladie? L'asthme, en général, c'est une maladie, si je peux dire allergique. Je t'ai dit que c'est une maladie inflammatoire, mais c'est une maladie allergique qui survient sur des personnes qui ont une prédisposition génétique que nous appelons terrain atopique. C'est-à-dire c'est un terrain qui sont des personnes qui sont prédisposées à faire des maladies allergiques comme l'asthme, comme la rhinite, comme les dermatoses, comme les conjonctivites. Donc, et ces personnes qui ont une prédisposition vont développer de l'asthme, et habituellement l'asthme allergique survient surtout à l'enfance. L'asthme allergique survient à l'enfance et l'enfant va évoluer avec sa pathologie jusqu'au terme de sa vie, pour dire que l'asthme c'est une maladie chronique par définition. Mais il y a des formes d'asthme qui vont survenir tardivement au cours de la vie, et là ce sont des asthmes souvent qui ne sont pas très très bien définis, qui habituellement ne sont pas aussi allergiques que ça, mais ces asthmes sont aussi minimes par rapport à l'asthme allergique. L'asthme c'est surtout une maladie allergique et qui survient surtout à l'enfance. Alors, comment savoir que l'on devient asthmatique? Alors, comment savoir qu'on devient asthmatique? On peut avoir cette prédisposition, c'est-à-dire ce terrain atopique, mais la maladie ne se développera qu'à la faveur d'un environnement favorable. Et dès lors que l'environnement, le terrain est là, et l'environnement agressif que cette personne prédisposée ne supporte pas, l'asthme va se manifester par un certain nombre de signes. Comme je l'ai dit dans la définition, la toux,
la difficulté respiratoire surtout, et parfois une hypersécrétion, les personnes qui toussent et qui crachent beaucoup. Donc on devient asthmatique quand on a des signes respiratoires qui ne s'expliquent pas par une infection, par une cause connue. Il faut penser, surtout si on a des antécédents familiaux, il faut penser que ça puisse être de l'asthme et qu'il faut chercher à confirmer. Est-ce qu'elle est contagieuse? L'asthme, quand je parle de prédisposition, l'asthme n'est pas une maladie contagieuse. D'accord. C'est comme on peut dire que c'est une maladie du sang. Voilà. On est avec cette prédisposition et on va développer un certain nombre de maladies allergiques, dont l'asthme. Donc, n'est pas asthmatique qui veut, est asthmatique qui est né avec cette prédisposition. Alors, quel est son degré de dangerosité? Est-ce qu'elle est mortelle sur le long terme? L'asthme, je peux nuancer. L'asthme, c'est une maladie chronique. C'est une maladie avec laquelle, si elle est bien contrôlée, on peut vivre en très bonne santé, comme vous et moi. Mais l'asthme, évidemment, s'il n'est pas bien contrôlé, l'asthme peut présenter des complications, des crises graves qui peuvent être mortelles. Donc, l'asthme est une maladie mortelle si elle n'est pas bien traitée et si, bien sûr, les crises surviennent et qu'elles ne sont pas suffisamment prises en charge correctement. Donc, l'asthme est une maladie qui peut entraîner la mort, mais l'asthme est aussi une maladie qu'on peut contrôler et qui est compatible avec une vie totalement normale. Vous avez tantôt parlé d'environnement favorable à une crise. Qu'est-ce qui peut déclencher une crise d'asthme? J'ai dit tantôt que l'asthme est une maladie de type allergique. Donc, il y a un environnement. Les allergènes, ce sont des substances que certaines personnes vont inhaler, respirer par voie respiratoire et pour lesquels leur organisme ne supporte pas ces substances qu'on appelle les allergènes. Donc, si dans cet environnement, il se trouve qu'il y a ces substances auxquelles l'asthmatique est allergique, rapidement, l'asthmatique va développer sa crise d'asthme. Donc, il faut un environnement et ces allergènes sont de différents types et c'est surtout la poussière de maison. Et dans la poussière de maison, on sait qu'il y a beaucoup de choses. C'est la poussière atmosphérique aussi, où surtout il y a des pollens, la poudre des fleurs dans l'environnement, la poussière d'une façon générale qui contient ces allergènes et quand la personne l'inhale, elle peut développer une crise d'asthme. Ok. Ouais. Alors généralement, quel est le diagnostic que l'on pose pour pouvoir savoir que la personne est asthmatique? Alors devant une crise d'asthme typique, on n'a pas besoin d'examen complémentaire. D'accord. Dès lors que la personne est en crise et qu'on la reçoit et qu'on l'examine et qu'on l'interroge, on peut dire que c'est une crise d'asthme. Mais effectivement, il y a des formes cliniques de l'asthme dont le diagnostic n'est pas si évident que ça et il faut faire des examens complémentaires, d'abord un interrogatoire mais aussi des examens complémentaires que nous appelons la spirométrie, les explorations fonctionnelles respiratoires et habituellement dans le langage courant on parle du test du souffle. Voilà, la personne va souffler dans un appareil et en fonction des résultats qu'on va avoir, on peut dire effectivement si c'est de l'asthme ou si c'est pas de l'asthme. Mais l'asthme dans sa forme typique n'a vraiment pas besoin d'examen complémentaire si ce n'est pour le suivi, pour voir effectivement avec les traitements qu'on aurait mis si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Voilà. En tout cas, merci docteur pour ces éclairages. Avant donc de passer la parole à docteur Kelem, je vous propose de regarder le témoignage de parents d'enfants asthmatiques à travers cet élément. Au début, on avait remarqué d'abord que la nuit, l'enfant avait des difficultés respiratoires. Et quand l'enfant il se plaignait pas parce qu'il était enfant, quand on sentait que l'enfant avait des sifflements, je le faisais asseoir pour observer. Et à l'issue de ça, on a été à l'hôpital pour des contrôles. Et c'est là qu'il a été déclaré asthmatique. Bon, depuis lors, quand on a commencé le traitement jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, on n'a plus cette détresse respiratoire, on n'a plus ce problème de toux et autres. Et ça a commencé quelques jours que je l'ai mis au monde. Voilà. Donc, il a commencé à tousser et on traitait. En temps, ça s'arrête et ça recommence. Voilà. Donc, en décembre, on a décidé d'aller voir un pneumologue pour ça. C'est périodique, comme vous savez que le problème d'asthme est une inflammation et un rétrécissement des voies respiratoires. Donc quand les conditions souvent environnementales ne sont pas bien réunies, il va sans dire que l'enfant va faire des crises. Donc nous faisons tout pour que vraiment il y ait une vie très saine. Et voilà, tout ce qui est interdit ou tout ce qu'il ne doit pas faire, on évite qu'il en fasse pour que vraiment la maladie ne revienne pas. Et il prend également ses produits.
c'est au moment de la poussière, surtout lorsqu'il y a la poussière. Et deux fois, il sort, il s'amuse avec la poussière et le sable aussi. Et quand il revient, il tousse. Il va falloir souvent laisser le travail pour s'occuper de cet enfant. Je peux dire que les conséquences sont souvent socio-économiques, il faut le dire, parce que quand tu as un enfant qui a des difficultés respiratoires, vous voyez tout ce que ça donne comme le stress. Donc si vous ne faites pas attention, vous-même, vous allez développer certaines maladies cardiovasculaires et autres, dues même à la maladie de cet enfant. Parce que c'est très stressant de voir un enfant qui a des difficultés respiratoires, n'importe qui va penser immédiatement au pire. Ça ne va pas, ces 2 jours-là, je ne pars plus à l'école comme il faut. Voilà. À chaque fois, je suis obligée de l'amener à l'hôpital pour qu'on le contrôle. Donc, ça fait que c'est difficile. Si toutefois vous avez un enfant qui a des problèmes respiratoires, qui a des toux qui n'en finissent pas, allez-y faire une consultation chez un spécialiste, chez les médecins. Ils pourront détecter si réellement c'est ce problème ou pas. Puis c'est une maladie qui est cachée. Comme je l'ai dit, ces problèmes respiratoires peuvent être assimilés à autre chose. Et si vous ne faites pas attention, vous allez croire que non, que c'est tout simple ou bien c'est des problèmes passagers, alors que pourtant ce n'est pas le cas. Donc je demande à tous les parents, si vous avez des enfants qui ont ces problèmes de difficultés respiratoires, des toux qui n'en finissent pas, allez-y à une consultation, voir un professionnel qui pourra vraiment faire une prise en charge et vous allez être soulagé. Je vais leur dire de bien surveiller leurs enfants, voilà, surtout au moment de la poussière. Pour moi, c'est surtout quand il y a la poussière, dans 2 jours seulement, là, ça va commencer, ils commencent à tousser. Voilà. Donc, ils n'ont qu'à bien les protéger. C'est tout. Retour sur le plateau, toujours en compagnie de Dr Kelem et de Dr Bonkungu. Un commentaire rapidement, docteur? Oui, je pense que là, effectivement, c'est le témoignage de parents d'enfants asthmatiques. Ils décrivent bien la symptomatologie clinique, cette difficulté respiratoire qui se traduit souvent par des sifflements que les parents eux-mêmes peuvent entendre. L'enfant est gêné, il a du mal à respirer. Et en plus de ces difficultés respiratoires, il y a la toux qui existe, mais surtout la récidive des signes. C'est pas normal qu'un enfant présente régulièrement des toux à répétition et qu'on traite et que ces toux reviennent accompagnés des difficultés respiratoires. Les parents l'ont bien suggéré. Il faut toujours que les parents se rapprochent d'un agent de santé qui va essayer de faire la part des choses pour une prise en charge adaptée. Habituellement, les gens négligent la toux. C'est une toux, ça va passer, c'est banal. La toux, c'est la toux, mais il y a des causes différentes. Donc, c'est les agents de santé qui pourront aider à élucider ça. Docteur Kelem, vous êtes pédiatre. Quel commentaire avez-vous à faire? Ok, merci. Madame Zungrana, avant tout propos, je voudrais remercier la Société burkinabé de pédiatrie, mon chef de département, ainsi que la chaîne Tri TV de nous permettre de nous exprimer sur la pathologie dont on traite aujourd'hui, l'asthme. Bon, ce commentaire, après ce reportage-là, je dirais que les parents ont bien décrit les signes et c'est comme ce qu'ils l'ont dit, devant un enfant qui tousse, il ne faut pas négliger, il faut aller vers un agent de santé pour savoir de quoi il s'agit. Il ne faut pas banaliser toutes les toux. Ça peut être de l'asthme qui s'exprime uniquement par la toux. Voilà. Alors, le père a souligné qu'on peut avoir un développement vers des maladies cardiovasculaires. Est-ce que c'est vérifié? Une évolution, en fait, c'est ça? En fait, l'expression du papa, ce qu'il a dit au niveau du reportage, en fait, il a parlé des parents. D'accord. Lié au stress des parents. Ok. Voilà, c'est pas l'enfant. Non. D'accord. Il a parlé en rapport avec le stress des parents. Il peut développer des pathologies cardiovasculaires. Voilà. Alors, parce que c'est difficile de voir un enfant qui a des difficultés respiratoires. Il suffoque et tu es impuissant face à cet enfant-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que c'est devant ça qu'il explique le fait que le stress peut amener les maladies cardio-respiratoires chez les parents. Ok, très bien. Alors, comment on traite les crises d'asthme? Bon, les crises d'asthme, il faut dire qu'il y a 2 volets, situations si on veut voir, si la crise est légère à modérée ou si la crise est sévère. Si la crise c'est pas une crise sévère, là nous avons des médicaments qu'on utilise, puisque comme la définition Dr Bonkungu l'a si bien dit, c'est une inflammation des bronches, ça réduit le calibre des bronches, ce qui entraîne la difficulté respiratoire et les sifflements qu'on entend. Donc les médicaments qu'on utilise, c'est pour dilater les bronches et puis réduire l'inflammation. Donc pour les nourrissons qui sont jeunes, il y a des chambres d'inhalation qu'on utilise, et là on utilise les médicaments avec ces chambres d'inhalation. C'est des bouffées qu'on administre chez le nourrisson pour lui permettre de réduire l'inflammation et de dilater les bronches. Il y a également les corticoïdes parfois qu'on associe à ces traitements-là.
Et dans les formes sévères, vous avez vu dans le reportage le petit enfant qui avait l'appareil, c'est la nébulisation qu'on fait. Ça peut se faire par un appareil, le nébuliseur, ou avec une source d'oxygène. Donc on met les médicaments, donc les bronchodilatateurs qu'on appelle communément, ou les corticoïdes. On prépare la solution. C'est déjà des solutions prêtes à être utilisées à cet effet, et on administre à l'enfant en fonction des protocoles bien déterminés. Voilà. Alors, ça, c'est chez les nourrissons et les plus jeunes. Oui. Et chez les adultes, comment ça se passe, docteur? Chez les adultes, le principe est le même. Ça part des causes même, des conséquences de la maladie, comme elle a dit. C'est le resserrement des voies respiratoires et l'inflammation qui se retrouvent dans la définition. Donc le traitement, c'est le même principe que chez l'enfant, c'est les posologies qui diffèrent. Alors quand ce sont des crises qui ne sont pas graves, le traitement se fait en ambulatoire. Mais dès lors que la crise est grave, il faut une hospitalisation pour une prise en charge adaptée, et on passe effectivement par les nébulisations, les corticoïdes et tout ça pour essayer de lever l'obstruction bronchique. Et aussi, j'ai parlé de la toux et de l'hypersécrétion. Là aussi, on associe des médicaments pour permettre à la personne de sortir les sécrétions qu'il y a dans les bronches qui participent aussi à l'obstruction bronchique. Donc, en fonction du stade de gravité de la crise, traitement en ambulatoire ou en hospitalisation, selon le même protocole et selon les mêmes principes qu'elle a définis, les bronchodilatateurs et les corticoïdes surtout. Est-ce que c'est les mêmes prises en charge quand il s'agit de femmes enceintes? Et l'asthme, la prise en charge de l'asthme ne diffère pas quel que soit le statut. Chez la femme enceinte, au contraire, il faut renforcer le traitement parce que la crise d'asthme chez la femme enceinte peut compromettre l'évolution de la grossesse. Donc le traitement de la crise d'asthme chez la femme enceinte comme chez la femme non enceinte, il n'y a pas de différence. L'objectif est de contrôler la maladie pour permettre le bon déroulement de la grossesse. Alors, est-ce qu'il y a des traitements naturels pour pouvoir gérer les crises d'asthme? Alors, traitement naturel, je ne sais pas. Des astuces de grand-mère, je ne sais pas. Docteur Kelly. Ok. Bon, traitement naturel, je dirais, dans la littérature un peu, on en a vu, et même avec l'expérience de certains qui expliquent. Et selon la définition, s'il s'agit d'un asthme guéri, c'est trop dit. Il faut préciser qu'on pourra contrôler l'asthme de façon naturelle. Oui. Ça peut être possible. S'il s'agit d'un asthme allergique, de cause allergique, avec l'éviction de l'allergène, et si on vit dans un environnement sain, entre griffes je dirais, sans pollen, les acariens, en fait, dans un endroit bien aéré, on peut vraiment faire moins de crises, voire même la disparition, mais ça ne veut pas dire qu'on guérit totalement de l'asthme. D'accord. En fait, on peut être amené à oublier qu'on est asthmatique du fait de l'observance vraiment des conseils qu'on suit des médecins. Voilà. Et il y a certains aliments aussi dans la littérature qui permet de guérir naturellement de l'asthme. Il faut savoir, qu'est-ce qu'on peut citer? Là, je dirais certaines plantes sans huile essentielle qu'on a pu expliquer, à savoir, comment on appelle, l'eucalyptus. Par inhalation? Oui, par inhalation. D'accord. Ou bien des sirops avec du miel. Dans la littérature, ça j'ai dit, mais il y a certains aussi qui expliquent un peu, avec certaines tisanes, comme on le dit, tisanes de grand-mère, comme on le dit, il y a les œufs de caille, plus du miel et du citron. Donc il y a certains asthmatiques qui donnent leur cocktail par expérience et qui disent, il y a un délai de combien d'années j'ai pas fait des crises, et ça permet un peu d'espacer les crises. Donc, c'est ce que je peux dire comme petit commentaire sur ça. D'accord. Voilà. Alors, on voit ce petit appareil souvent que certaines personnes ont, qu'on appelle la ventoline, c'est ça, docteur? Oui, le salbutamol. D'accord. Comment on l'utilise efficacement en cas de crise? C'est vrai, on aurait dû amener le dispositif pour le montrer aux patients, parce que l'utilisation reste à désirer, et quand c'est pas bien utilisé justement, ça ne donne pas les résultats escomptés. Donc, devant une crise, les asthmatiques qui se connaissent savent en général les signes qui vont conduire à leur crise. On dit que les signes, quand ils surviennent, c'est à peu près les mêmes signes chez les asthmatiques. Ou ça commence par un rhume, ou ça commence par les yeux qui commencent à gratter, ou ça commence par la gorge, un chatouillement laryngé. Ça commence à peu près de la même façon. Donc, ceux qui ont appris à connaître leur maladie, dès les premiers signes, peuvent utiliser leur dispositif, leur salbutamol, ou
pendant la crise, si l'accès de difficultés respiratoires est là, ils utilisent leur dispositif, mais il faut savoir l'utiliser parce que c'est un dispositif qu'on utilise à l'envers. Et il y a une technique d'utilisation qui demande une bonne coordination main-poumon. Sinon, la plupart des patients, quand on leur dit de démontrer la technique, ce sont des médicaments qu'ils pompent dans la bouche, ils gardent et ils avalent. Alors que pour que le médicament fasse son effet, il faut qu'il aille dans les poumons. Donc, il doit avoir une bonne coordination main-poumon, pomper tout en inspirant profondément pour que le médicament aille directement au niveau des voies respiratoires. Et là, on répète la technique, une à deux bouffées en général qu'on prend, et toutes les 20 minutes, voilà, et sur donc trois prises dans l'heure, et en général, c'est suffisant pour juguler la crise. Mais si ce traitement ne fonctionne pas, ça veut dire que la crise est sévère, et là, il faut se rapprocher d'une formation sanitaire pour qu'on voit s'il n'y a pas d'autres médications à ajouter. Il y en a qui, depuis 2-3 semaines, voire un mois, sont avec leur dispositif de salbutamol, qu'ils pompent tout le temps et ils disent que ça ne marche pas. Que le médicament n'est plus efficace, ça ne fonctionne pas. Le médicament fonctionne, mais il n'est plus suffisant. Il faut lui ajouter autre chose pour permettre de contrôler la maladie. Donc, c'est ça. Si dans la journée, la crise ne passe pas sous salbutamol, il faut qu'il se rapproche d'un service de santé. D'accord. Est-ce que le même dispositif est adapté dans le cas des nourrissons? Oui. Mais en ce moment, c'est la mère, c'est les parents en fait qui doivent contrôler. Comment ça se passe? Oui, en fait, on explique aux parents la technique de l'administration de la ventoline avec les chambres d'inhalation. C'est comme ce que le docteur Lanoé a amené, un dispositif pour montrer un peu à quoi ça ressemble. Mais je pense que on va voir un peu cela dans le reportage là. Donc vous avez lancé l'élément. On va regarder ensemble comment on gère une crise sévère en formation sanitaire et puis on revient juste après. Elle s'appelle Angèle Poda et elle est ce matin à la clinique pédiatrique du CHU Gado Ouedraogo pour le traitement de son enfant. L'enfant souffre de l'asthme depuis sa naissance selon sa maman. Il suit donc un traitement régulier et spécifique qui permet de stabiliser son état de santé. Aujourd'hui, il est soumis au traitement par nébulisation. Vous avez là un dispositif qui permet de délivrer vraiment de grandes quantités de ventoline à cet enfant. Voilà, donc, vous voyez, on met la ventoline à travers ce produit-là. Voilà, et on le branche ensuite à la source d'oxygène. Donc c'est l'oxygène qui va, si vous voulez, propulser, va permettre au médicament de sortir et d'être donc respiré par le virus. La nébulisation est pratiquée en cas de crise sévère selon ce pédiatre en service aux urgences pédiatriques. Voilà, et au fur et à mesure qu'on voit que le malade récupère, il a moins de difficultés respiratoires, on peut soit dans un premier temps diminuer donc le nombre de nébulisations de façon décroissante, voilà, jusqu'à ce qu'on passe à ce qu'on appelle des bouffées, voilà, des ventolines. Donc ça c'est un dispositif qu'on appelle baby à l'heure, voilà, donc avec la ventoline qu'on adapte ici, voilà, également qu'on met sur le nez et la bouche de l'enfant, et on peut ensuite délivrer les bouffées d'oxygène. En plus de la nébulisation à l'aide d'une source d'oxygène, il y a celle avec ses nébuliseurs électriques. On met le produit ici. Voilà, il y a un masque qui s'adapte également. Avec le masque qu'on fixe sur le visage de l'enfant, voilà, et la bouche. Là, ça permet donc d'envoyer le produit qui sera inhalé donc par l'enfant. Le soin par nébulisation n'est pas la seule méthode de prise en charge des cas de crise d'asthme, nous fait savoir notre pédiatre du jour. Dans la prise en charge, il y a des produits qui sont prescrits. En plus de la ventoline qu'on donne, il y a les corticoïdes qu'on peut administrer soit par voie injectable, soit par la bouche sous forme de comprimés. Voilà. Bon, ça c'est pour la prise en charge de la crise aiguë. Voilà. Maintenant, après ça, il faut la prise en charge au long cours, voilà, qui peut se poursuivre donc à travers la ventoline, voilà, ou associée à d'autres produits. Pour bénéficier de ces soins à la pédiatrie du CHU Gado Ouedraogo, il y a 2 portes d'entrée, nous explique le chef de département pédiatrique. La
première porte, ce sont les urgences. L'enfant a une situation grave qui est reçue aux urgences. Le personnel va l'évaluer et décider s'il faut l'hospitaliser ou pas. Le deuxième circuit, c'est la consultation. Le malade peut venir en consultation, voir un médecin, et après l'évaluation faite par le médecin, celui-ci va décider, en fonction de l'état clinique du patient, s'il faut l'hospitaliser ou le suivre en ambulatoire, c'est-à-dire prescrire un médicament. De la salle de consultation à la salle d'hospitalisation, en passant par la salle de réanimation, les difficultés ne manquent pas. Elles sont liées essentiellement à la vétusté des locaux et du matériel. En dehors de cet aspect infrastructure, équipement, il y a naturellement le problème des examens complémentaires pour la confirmation de nos hypothèses qu'on émet. Il y a des difficultés parce que tous nos services transversaux que sont les laboratoires, j'allais dire le service d'imagerie qui fait les radios, les échographies, les scanners, sont perpétuellement, en tout cas de façon récurrente, en insuffisance, soit en panne, soit en insuffisance de réactifs. Le service pédiatrique du CHU Yelgado Ouedraogo accueille en moyenne 5000 patients par an. Des patients âgés de 0 à 18 ans, selon le chef de département pédiatrique. Pour les enfants de moins de 5 ans, les médicaments, les examens complémentaires et l'hospitalisation sont gratuites, à en croire le professeur Fla Koueta. Environ 5000 enfants présentant des crises d'asthme au niveau de CHU de Yelgado. Comment vous gérez ça au quotidien, docteur? Merci. En fait, les 5000 enfants, ça c'est le chiffre global. Ce n'est pas uniquement les enfants qui présentent des crises d'asthme. C'est toutes les pathologies confondues. D'accord. Voilà. Ok, alors on a regardé dans le reportage et malheureusement on a vu la vétusté des locaux. Ne serait-elle pas un terrain favorable à plus de crises d'asthme? Bien sûr. C'est vu l'état des salles. Bon, là c'est à l'humidité et la moisissure. Donc mettre un asthmatique là-bas, ça ne fera qu'aggraver la situation. Donc je pense que c'est profiter du plateau, c'est un cri d'appel aussi à travers ce plateau pour qu'on ait un regard sur l'hôpital Yelgado afin qu'on ait des infrastructures et des équipements vraiment de taille pour assurer une bonne prise en charge de nos patients. Docteur Bongou? Oui, je crois qu'elle a tout dit. Pour ceux qui fréquentent l'hôpital Yelgado, ils savent dans quelles conditions nous travaillons. Donc, et ça, c'est un cri de tous les jours qu'on lance. Les choses s'améliorent timidement. Mais bon, malgré ça, quand même, on a des résultats. Que les patients n'aient pas peur de venir quand ils ont des signes. Malgré ces difficultés, nous avons de bons résultats dans le cadre de la prise en charge de nos patients. Et c'est l'éducation, c'est l'éviction des allergènes, mais c'est surtout l'observance thérapeutique qu'on donnera aux patients après une crise, parce que comme le médecin l'a dit dans le reportage, il y a le traitement de la crise, mais il y a aussi l'après-crise qu'il faut savoir gérer, et ça c'est une complicité médecin-patient. D'accord. Alors il paraîtrait que la plupart des crises surviennent la nuit. Est-ce vrai? Quel est le lien? Oui, habituellement les crises d'asthme surviennent habituellement la nuit, parce que c'est la nuit surtout que on est dans notre environnement familial, et surtout dans la survenue des crises d'asthme, il y a des acariens. Les acariens, ce sont des bestioles qui sont du groupe des cafards, qui sont vraiment impliqués dans la survenue des crises d'asthme et qui se nourrissent de peaux mortes. Et ces peaux mortes, on les trouve où? Dans nos fauteuils, surtout dans la literie. Voilà. Et la nuit, bien sûr, quand on se met sur le lit pour nous reposer, ces acariens font surface dans la poussière qu'il y a sur le lit et tout ça, et le patient peut l'inhaler, et au cours de la nuit maintenant, dans la deuxième partie de la nuit, puisqu'il est en contact avec ces acariens, habituellement la crise d'asthme va survenir au cours de la nuit, en rapport bien sûr avec d'autres facteurs physiologiques qui favorisent la survenue de ces crises-là. Donc habituellement la nuit, parce que les acariens sont impliqués dans la survenue des crises d'asthme chez la plupart des asthmatiques, en tout cas chez pratiquement tous les asthmatiques, mais les crises d'asthme peuvent survenir aussi en dehors de la nuit, mais surtout la nuit. Un complément, docteur? Je pense que c'est exactement ce que le docteur a dit. Bon, pour éviter cela, je pense que c'est bien aérer nos maisons, surtout les literies, bien les changer
au moins chaque semaine, il faut changer la literie et ouvrir les chambres pour bien les aérer chaque jour. Justement, ça nous amène à aborder la partie sur la prévention. Comment on prévient l'asthme d'une manière générale et en particulier chez les enfants? La prévention de l'asthme, c'est éviter un environnement qui va favoriser la survenue des crises. La prédisposition, elle est là. On ne peut rien contre ça. Donc, c'est voir quel environnement, créer quel environnement et qui ne puisse pas permettre la survenue des crises. Elle a dit, nos maisons doivent être suffisamment bien aérées pour éviter l'humidité, la moisissure. Et l'éviction, la poussière de maison, quand un asthmatique est dans une famille, il faut éviter de soulever cette poussière qui contient beaucoup d'allergènes de maison qui sont favorables à la survenue des crises. Donc, c'est l'éviction. Si éviter que l'asthmatique balaye ou s'il doit balayer, que ce soit dans un environnement humidifié pour que la poussière ne prenne pas surface. Pendant les asthmes saisonniers, où il y a la pollinisation de certaines plantes auxquelles un asthmatique est allergique, les allergènes atmosphériques, c'est difficile. Ailleurs, ceux qui ont la possibilité, quand ils sont dans un environnement où c'est une pollinisation qui commence et ils savent qu'ils sont allergiques à ce pollen-là, ils quittent, ils vont habiter ailleurs en attendant que ça passe. Mais nous, en Afrique, ici, c'est difficile. C'est difficile. Donc, c'est se protéger, porter les cache-nez pour limiter le contact avec ces substances-là. Ça n'empêche pas, mais ça permet quand même de limiter. Donc, la principale prévention, c'est l'éviction. Mais surtout le respect du traitement, l'observance thérapeutique sur le patient à un traitement au long cours. Docteur Kelem. Ok, merci bien. Bon, je dirais à la suite de Docteur Bunkungu, spécifiquement pour l'enfant, il faut dire que c'est l'éducation des parents. À travers ce qu'elle a dit, donc on éduque les parents pour l'éviction de l'allergène, s'il s'agit d'un asthme allergique, c'est-à-dire que l'enfant doit vivre dans un environnement sain, aéré, éviter d'être dans un environnement très froid ou humide qui pourrait provoquer les crises de l'enfant. Et si on balaie, il faut éloigner les enfants ou balayer à l'humide. Voilà. Ok, alors quand on est déclaré asthmatique, qu'est-ce qui nous est strictement interdit? Qu'est-ce qui nous est toléré? Alors, quand on est déclaré asthmatique, l'asthme étant une maladie allergique, il faut d'abord connaître quels sont les allergènes. Et ces allergènes ne sont pas faciles à identifier. Il y a des tests allergologiques qu'on peut faire. La liste n'est pas exhaustive. Ça peut permettre d'avoir une idée. Et si c'est les acariens, on en a parlé, il y a des housses anti-acariens dans les mesures de prévention, on n'en a pas parlé, qui permettent de limiter le contact. Si on est allergique à un aliment particulier, c'est l'éviction. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire quand on est asthmatique? C'est d'abord l'éviction. Mais l'éviction passe par la connaissance des différentes substances auxquelles on est allergique. Et il y a l'asthme, comment on appelle ça? L'asthme d'effort. Justement, quand on fait des crises d'asthme au cours de l'effort aussi, mais on ne peut pas dire de ne pas faire l'effort, surtout le sport. Ça, oui, c'est indiqué. Il faut bien le faire. Mais il y a des mesures de prévention. Et comme on l'a dit, on a parlé du salbutamol tout à l'heure. Il s'agit de prendre un traitement préventif pour éviter justement la survenue des crises. Donc tout passe par la connaissance des facteurs déclenchants. Et quand on connaît les facteurs déclenchants, on essaie de les éviter autant que possible. Et en dehors de ça, le reste va être le traitement. Quand je prends le cas de l'allergie aux acariens, c'est permanent, on est tout le temps en contact. Donc en ce moment, ces patients seront obligés d'être sous traitement, en plus des mesures de prévention qu'on a dit, d'observer parce qu'ils auront des crises de façon annuelle. Mais ceux qui ont des asthmes intermittents qui ne surviennent qu'à une période de l'année, par exemple au pollen, bon, là, c'est voir comment éviter. Si on peut quitter Ouaga, aller à Banfoura, etc., en attendant que ça passe, c'est ça. Docteur Kelem, qu'avez-vous à dire à nos mères qui ont toujours des nourrissons et des bébés à la maison et qui souffriraient d'asthme et tout? D'accord, ok, merci. Avant de répondre à ça, je voudrais ajouter un complément à ce que Dr Bunkungu a dit, surtout concernant les enfants. D'accord. C'est attirer l'attention des parents, de nourrissons et d'enfants asthmatiques, c'est éviter de fumer dans la maison en présence des enfants. Parce que le tabagisme passif
également un facteur déclenchant de ces crises d'asthme. Et on remarque que les enfants dont les parents sont des fumeurs font régulièrement des crises d'asthme. Donc c'est l'occasion d'attirer leur attention par rapport à cela. Donc il faut arrêter la cigarette une fois pour toutes. Arrêter une fois pour toutes ou fumer en dehors de la maison si il ne peut pas arrêter cela. D'accord. Voilà. Ok. Et les conseils à l'endroit des mamans, ça sera quoi? Bon, les conseils à l'endroit des mamans, c'est éviter, bon, comme on l'a dit, c'est l'asthme qui est la cause, la plupart du temps, allergique. Si l'allergène est identifié, c'est l'éviction de l'allergène en question. Et essayer de vivre dans un environnement sain avec ces nourrissons-là. Pas dans des environnements très humides où il y a la moisissure. Et éviter au maximum les moquettes, là où ça abrite vraiment les acariens. Et ça entretient l'humidité. C'est surtout cela. Et devant quand même des signes, et les mères doivent être attentives aussi présentés par les enfants. Parce que il y a des, comme on a dit, pour faire la crise d'asthme, il y a des signes annonciateurs, comme on le dit. Et les mamans, si elles remarquent, à quelques jours ou quelques heures avant les crises habituelles là, l'enfant peut avoir une toux, un écoulement nasal clair, des éternuements fréquents. Donc, ça attire l'attention de la maman. Immédiatement, il faut aller vers une structure de santé. Justement, j'allais demander. Il faut arrêter vraiment la crise. Quand est-ce qu'il faut aller aux urgences? Bon, je dirais que les parents qui sont sensibilisés et qui connaissent un peu les cas de crise d'asthme là, il y en a chez qui on met en place un plan d'action qu'on dirait. C'est orienté un peu, ça rentre dans l'éducation des parents et on éduque les parents à la reconnaissance des signes, les premiers signes d'asthme. Donc quand ces signes apparaissent déjà, il y a un plan d'action qu'on leur montre comment faire à travers les médicaments, comme on l'a dit, les salbutamol. Ils commencent ces différentes bouffées-là avec un nombre précis. Et si devant cela, les signes ne s'arrêtent pas, on leur dit de venir à l'hôpital, dans un centre de santé où on pourra bien prendre en charge cette crise-là pour qu'elle ne s'aggrave pas. D'accord. Et le relais est assuré par Dr Bonkongo et son équipe? Oui, ça dépend si c'est de la pédiatrie ou bien si c'est un enfant adulte. En tout cas, les premières crises, c'est ça, c'est le salbutamol pour essayer quand même d'ouvrir un peu plus les voies respiratoires. Et si la crise ne cède pas dans la journée, en tout cas, si la crise s'aggrave au fur et à mesure, il ne s'agit pas d'attendre. La première crise peut être grave d'emblée. Oui. Et dès lors qu'on prend le salbutamol, s'il y a une régression, d'accord, mais si la crise s'aggrave, malgré la prise de salbutamol, il n'y a pas à attendre, il y a à s'orienter vers une formation sanitaire. Donc, dans l'éducation thérapeutique, on apprend effectivement aux patients à connaître les signes de gravité de la crise d'asthme et dès lors que ces signes sont présents, il faut rapidement aller vers une centre de santé pour qu'on voit qu'est-ce qu'on peut ajouter à ce salbutamol-là. Le salbutamol, c'est vraiment le premier traitement d'appel. C'est comme quand on a mal à la tête, c'est le paracétamol. Mais si ça ne passe pas, il faut trouver autre chose pour ajouter. Okay. Voilà. Alors, on revient avec mes invités tout à l'heure, mais avant, je vous propose la rubrique Bien-être avec le Dr Stéphane Benagabou. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'asthme. L'asthme qui est une maladie chronique, qui est une maladie dont la gestion doit être très minutieuse. L'asthme touche tout le monde, que ce soit les enfants et que ce soit également les adultes. Et donc il faut prendre beaucoup soin de sa santé, il faut se protéger pour éviter bien sûr les complications de l'asthme. Nos spécialistes l'ont dit tout à l'heure et ça peut entraîner bien sûr, peut intervenir des crises au cours bien sûr de notre existence, mais c'est des crises que nous pouvons éviter à travers bien sûr des gestes simples, des gestes qui ne coûtent pas beaucoup et qui en tout cas nous permettent d'être dans un état de bien-être pour toute notre existence. Alors il faut savoir simplement que pour éviter bien sûr ces complications, il faut se protéger. Premièrement, il faut se protéger de toutes ces choses qui peuvent être à l'origine de l'apparition de crises, notamment la poussière. Donc c'est important de porter toujours son masque quand on sort, surtout pour les asthmatiques. C'est important encore plus pour cette période de Covid-19. Deuxièmement, il est important également de se protéger contre la fraîcheur extrême. Il est important de porter des habits qui couvrent totalement le corps et qui permettent bien sûr à la personne d'éviter les trop grandes fraîcheurs. Il est important également, nos mamies nous le faisaient à l'époque.
Ça, je vais vous le dire à mes braves dames, de ne pas hésiter et toujours utiliser ce beurre-là qui est naturel, qui est simple et qui protège les narines des enfants, tout comme tout le monde. Le beurre de karité, d'enlever une certaine quantité et bien sûr se protéger les narines, bien enduire à l'intérieur des narines et protéger les narines de vos enfants pendant cette période d'harmattan. Il faut savoir également que l'asthmatique, comme tout le monde, doit éviter tout ce qu'on a comme odeur forte. Les encens, nos mamans aiment bien les utiliser dans les maisons pour parfumer les maisons. C'est important de les éviter. Quand il est question des asthmatiques, c'est des odeurs très fortes qui peuvent d'une façon ou d'une autre aussi être à l'origine de certaines complications. Également, il faut savoir que pour bien sûr éviter, il est important également de nettoyer régulièrement la maison pour dépoussiérer la maison. Ça permet d'aérer davantage la maison et de pouvoir permettre à ces personnes-là de vivre tranquillement et d'éviter tout ce qui est allergique. Voilà. Dans les maisons également, c'est bon de les aérer avec bien sûr des ouvertures qui sont bien définies et qui sont assez claires que tout le monde voit. On peut les ouvrir à tout moment avec un échange d'air. Ça permet bien sûr de pouvoir bien aérer les maisons. Pour les enfants particulièrement, je vais conseiller aux mamans, il est important, bien sûr, parce que souvent ils ne parlent pas, ils ne peuvent pas s'exprimer ou il y a la difficulté bien sûr de le manifester ou qu'ils ne le savent même pas. Il est important et c'est valable aussi pour nous tous, de nettoyer les palettes bien sûr des ventilateurs à la maison. Voilà, régulièrement, de façon régulière, parce que ça contient souvent de la poussière et bien sûr des allergènes qui peuvent s'y trouver, et il est important de les nettoyer afin de pouvoir avoir un environnement sain. Les climatiseurs, voilà, pour tous ceux qui ont des climatiseurs, c'est important de les nettoyer régulièrement parce que ça peut également contenir tout ce qui est allergène et qui peuvent être à l'origine, bien sûr, qui entraînent souvent les crises d'asthme à un certain niveau. Voilà. Il est également important pour, bien sûr, à la maison, d'éviter les moquettes, voilà, autant que possible quand on a des asthmatiques, parce que là également, ça contient des éléments qui peuvent, quand ils sont trop accumulés, entraîner, bien sûr, réveiller certaines crises. Voilà. Particulièrement aussi pour ceux-là qui cherchent à savoir si l'asthmatique peut faire du sport. Oui, l'asthmatique peut faire du sport, des activités physiques sportives, mais ces activités physiques sportives doivent être adaptées à leur état de santé. C'est-à-dire éviter tout ce qui est très intense, très prolongé, qui peut avoir bien sûr un retentissement sur, si vous voulez, la respiration. Les échanges gazeux, les échanges entre l'inspiration et l'expiration, les échanges entre l'oxygène et le dioxyde de carbone. Donc il est important de faire beaucoup attention à ceux-là qui veulent faire du sport. Il est également conseillé d'avoir toujours avec soi, sa petite bouteille de ventoline. C'est extrêmement important. Comme vous le savez, il est important de l'avoir parce qu'à tout moment, on peut être dans une situation d'inconfort et facilement, quand on a sa boîte avec soi, on peut bien sûr lever un certain nombre d'urgences. Ces sportifs, il y a des sports qui sont adaptés, tels que le vélo, tels que bien sûr la marche. Voilà. Il y a également la natation. Voilà, c'est important bien sûr, c'est pas exhaustif, c'est juste pour indiquer qu'il y a bien sûr des sports qui sont indiqués pour ces personnes qui vont bien sûr vouloir faire, ces personnes asthmatiques qui vont vouloir faire le sport. Et il y a des sports également qui ne sont pas du tout indiqués. Fort heureusement, c'est un peu rare dans notre contexte, c'est les plongées qui, très rarement on le voit dans notre contexte. Donc, il est important que ces personnes spécifiques soient prises en charge spécifiquement et qu'on puisse les accompagner pour qu'ils vivent une vie normale comme tout le monde. Voilà, parce qu'ils sont comme tout le monde, je peux le dire ainsi.
Merci au docteur Stéphane Benagabou, toujours en compagnie de docteur Bonkungu et de docteur Kelem. Ce soir, on parle d'asthme. Docteur Bonkungu, nous sommes en train de tendre vers la fin de l'émission. Quel est l'essentiel à donner à ceux qui nous regardent? Ouais. Par rapport à l'asthme, c'est de savoir que l'asthme est une réalité, parce qu'il y en a qui croient jusque-là que l'asthme, c'est pas une maladie, et comment je dirais, organique, c'est un sort qu'on leur a lancé. Le fait que l'enfant fasse des crises de difficultés respiratoires répétitives, il y en a qui ne croient pas effectivement que ce soit une maladie et qu'elle soit curable. Donc l'asthme, c'est une maladie qui existe, qui commence surtout à l'enfance, et qui, si il est bien contrôlé, l'enfant mène une bonne qualité de vie. Dans le reportage qu'on a eu à voir, la maman parlait d'un absentéisme scolaire de l'enfant. Ça, c'est très important. Quand la personne n'arrive pas à respirer, bien sûr, c'est pas l'école, c'est pas le savoir que la personne ira chercher. La personne cherche plutôt à respirer. Donc, ça survient par des crises qui vont, qui viennent. Et devant un enfant qui a des toux à répétition, comme je l'ai dit tantôt, et pour laquelle on n'arrive pas à trouver une étiologie, il ne s'agit pas de traîner à la maison. Il faut aller vers une formation sanitaire. On va mieux connaître la maladie. On va essayer ensemble de leur expliquer quels sont les mécanismes de survenue, notamment les causes. Et s'ils respectent le traitement, la maladie sera contrôlée et ils mèneront une qualité de vie, je dirais, normale. Un asthmatique, l'asthme, on peut dire que c'est une maladie grave, mais l'asthme compliqué, c'est une maladie bénigne. Parce que quand l'asthme est bien contrôlé, il n'y a vraiment pas de répercussions sur la qualité de vie. Donc, la maladie existe, elle n'est pas guérissable, mais elle peut être contrôlée. Voilà, par les agents de santé. Merci, docteur. Docteur Kilem. Merci. Donc, à la suite de docteur Bonkungu, je dirais que c'est la même chose, puisque il y en a vraiment qui ne croient pas à l'existence de l'asthme. On le lie à autre chose, mais l'asthme existe bel et bien. Et il ne faut pas le prendre comme un handicap, parce qu'il y en a qui ne veulent pas qu'on diagnostique leur enfant asthmatique, parce que pour eux, l'enfant devient un handicap face aux autres. Mais ce n'est pas le cas. L'asthme bien contrôlé, comme docteur Bonkungu l'a si bien dit, l'enfant mène une vie normale, comme tout autre enfant. Et même les jeux qu'il veut faire, il peut bien les faire. Donc il n'y a pas de raison de stigmatiser l'enfant à l'école? Pas du tout. Si l'asthme est bien contrôlé, il peut même passer l'année scolaire sans faire sa crise. Mais si l'asthme est mal contrôlé, là on a les ressentissements sur les résultats scolaires à travers l'absentéisme. Donc c'est un peu difficile. Et qu'est-ce qu'on peut dire encore? L'asthme doit être diagnostiqué tôt, parce que bon, les retentissements scolaires, il y a ça, et également il y a les retentissements socio-économiques. Vous voyez, le papa l'a dit au niveau du reportage, ça va empêcher l'absentéisme scolaire, l'absentéisme au niveau du service, et bon, ça joue un peu sur les revenus des parents, et c'est très difficile pour la prise en charge. Alors que si l'asthme est bien contrôlé, ça réduit vraiment le coût de la prise en charge de l'asthme. Voilà. En tout cas, les messages sont très clairs. Moi, j'ai à vous dire merci du fond du cœur pour votre participation. Vous revenez sur le plateau. En tout cas, j'espère vous revoir plusieurs fois pour parler d'autres pathologies, donner des conseils utiles aux téléspectateurs, parce que c'est notre mission, être au service des autres. En tout cas, c'est sur ces mots qu'on va se dire au revoir en vous souhaitant une agréable soirée.